Lorsque la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, le plan à Moscou semblait simple. Les blindés avanceraient, les avions domineraient le ciel et la campagne se terminerait rapidement. Le Kremlin présentait l'opération comme maîtrisée, avec des coûts limités et des bénéfices clairs. Ce qui a suivi est devenu l'un des affrontements militaires les plus longs et les plus coûteux de l'Europe moderne. Et le prix continue d'augmenter. L'histoire de ce soir ne porte pas sur les titres accrocheurs ni sur la rhétorique. Elle repose sur des chiffres, des dynamiques et des conséquences. Et ces chiffres suggèrent quelque chose que le Kremlin n'avait pas anticipé. À la fin de l'année 2024, la guerre s'était installée dans un cycle d'engagement constant, d'avancée et de retrait, et de frappes répétées le long d'un front étendu. Les progrès se mesuraient en mètres, parfois en kilomètres, mais rarement sans perte significative. En décembre, l'Ukraine a publié de nouvelles évaluations qui ont ravivé l'attention sur une question que de nombreux analystes suivent depuis des mois. L'approche actuelle de la Russie est-elle soutenable ? Le 16 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement des Pays-Bas. En évoquant l'effort de guerre dans son ensemble, il a cité des estimations qui ont immédiatement attiré l'attention internationale. Selon Zelensky, les forces russes subissent des pertes à une échelle se chiffrant en dizaines de milliers chaque mois. Il ne s'agit pas de chiffres cumulés sur plusieurs années, mais d'une attrition mensuelle continue. Si ces données sont exactes, elles indiquent un rythme exceptionnel d'épuisement des effectifs. Les analystes soulignent que ces chiffres ne correspondraient pas à des soldats blessés susceptibles de revenir au combat, mais à des pertes définitives qui réduisent durablement la capacité des forces disponibles. Même pour un État disposant d'une population importante, remplacer un tel niveau d'attrition de manière constante représente un défi structurel. Des rapports d'octobre et de novembre suggèrent que ces pertes pourraient déjà dépasser les précédents records mensuels depuis le début de l'invasion. Des médias indépendants notent que les images de drones, les évaluations du champ de bataille et le suivi en sources ouvertes convergent de plus en plus vers le constat d'une pression intense exercée sur les unités russes en première ligne. Ce qui distingue cette période n'est pas une percée isolée, mais un changement de méthode. L'Ukraine a élargi le rôle des drones à longue portée, de la reconnaissance et du ciblage de précision. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le territoire, les opérations visent de plus en plus les systèmes, radars, véhicules, nœuds logistiques et infrastructures de commandement. L'équipement détruit compte non seulement par sa valeur financière, mais aussi par les lacunes opérationnelles qu'il crée. Lorsque ces systèmes sont perdus, la coordination ralentit, la couverture se réduit et les délais de réaction s'allongent. Un développement qui attire l'attention est l'utilisation par l'Ukraine d'incitations structurées au sein de ses unités de drones. Selon plusieurs rapports, les forces ukrainiennes ont mis en place un système basé sur la performance qui suit les résultats confirmés des opérations de drones. L'objectif n'est pas le spectacle mais l'efficacité, en privilégiant la précision, la vérification et la coordination entre unités. Les responsables décrivent ce dispositif comme un outil destiné à améliorer l'efficacité globale et non comme un substitut à la stratégie. Qu'on considère cette approche comme une innovation ou comme une nécessité, son impact est difficile à ignorer. La fréquence des engagements réussis par drone a augmenté et les unités russes ont été contraintes de s'adapter, souvent sous pression. Les analystes mettent de toutefois en garde contre toute simplification excessive. Les pertes élevées ne s'expliquent pas uniquement par les tactiques ukrainiennes. La doctrine militaire russe plus large joue également un rôle. Depuis des décennies, la planification russe met l'accent sur l'attrition, absorber des pertes en échange de progrès graduels. En Ukraine, cette doctrine a été appliquée sur un front étendu, s'appuyant souvent sur des assauts massifs pour tester les défenses et épuiser l'adversaire. Cette approche peut produire des mouvements sur la carte. Mais elle a un coût. Plusieurs commentateurs russes et anciens responsables ont reconnu que de nombreuses unités de première ligne sont composées de réservistes plus âgés, de soldats sous contrat issus de régions économiquement défavorisées et de volontaires attirés par des incitations financières. Avec le temps, le recrutement est devenu plus difficile. Des rapports indiquent que les primes à l'engagement ont été réduites dans certaines régions et que la Russie s'est tournée de plus en plus vers des ressortissants étrangers pour combler les manques. Parallèlement,
les pertes matérielles se sont accumulées. Les véhicules, systèmes d'artillerie et moyens de défense aérienne détruits au fil des mois nécessitent du temps et des ressources pour être remplacés. Même lorsque des remplaçants arrivent, la formation et l'intégration peinent à suivre le rythme des exigences opérationnelles. Les gains territoriaux récents illustrent ce déséquilibre. Dans certains cas, la Russie a progressé sur des zones limitées tout en subissant des pertes que les analystes jugent disproportionnées par rapport au terrain conquis. La question soulevée par plusieurs instituts de défense n'est pas de savoir si la Russie peut continuer à se battre, mais si elle peut continuer à se battre de cette manière. La pression internationale ajoute une autre dimension. Les gouvernements européens poursuivent leur débat sur la gestion des avoirs russes gelés, avec des propositions allant de l'immobilisation à long terme à des mécanismes de prêt en faveur de l'Ukraine. Moscou a répondu par des menaces juridiques et des contre-mesures, soulignant à quel point les contraintes financières influencent de plus en plus les décisions stratégiques. Tout cela renvoie à une réalité plus large. La guerre moderne ne se décide pas uniquement par l'élan ou le discours. Elle est façonnée par la durabilité des effectifs, des équipements et des capacités économiques. L'attrition affecte les deux camps, mais pas de manière égale. À l'approche d'une nouvelle année de conflit, le champ de bataille reste fluide. Les avancées sont suivies de retraits. Les caisses frappes entraînent des adaptations. Les pertes redessinent la planification des deux côtés. Aucun chiffre isolé ne raconte toute l'histoire. Mais, ensemble, ces tendances décrivent une guerre bien éloignée des hypothèses formulées au début de 2022. Ce qui se produira ensuite dépendra non seulement de ce que chaque camp gagnera, mais aussi de ce que chacun peut se permettre de perdre. Au-delà des chiffres du champ de bataille, un changement plus discret est en cours, plus difficile à mesurer, mais de plus en plus visible. Les commandants russes sont contraints de faire tourner leurs unités plus fréquemment, de redistribuer l'équipement sur des secteurs plus larges et de prioriser la défense dans des zones autrefois considérées comme stables. Ces ajustements traduisent une tension croissante plutôt qu'une flexibilité accrue. Chaque redéploiement implique des compromis. Une pression réduite dans un secteur pour en stabiliser un autre, des opérations retardées le temps que la logistique suive, et une incertitude grandissante quant au prochain point d'engagement. Pendant ce temps, l'approche ukrainienne continue de privilégier le timing plutôt que le territoire, en se concentrant sur les moments où les défenses s'amincissent ou où la coordination faiblit. Cela crée un rythme de pression constant plutôt qu'un coup décisif unique. Pour les planificateurs militaires qui observent attentivement, la leçon est connue mais implacable. Les guerres ne se gagnent pas seulement par des avancées, mais par la capacité à encaisser des chocs répétés sans perdre la cohésion. Dans ce contexte, les observateurs notent également une évolution plus subtile du rythme opérationnel. Les phases d'intensité élevée alternent désormais avec des périodes de consolidation où chaque camp tente d'absorber les pertes, de réévaluer ses priorités et de préparer la suite. Les décisions prises loin du front, dans les états-majors, les ministères et les capitales étrangères pèsent de plus en plus lourd sur le terrain. Approvisionnement retardé, capacités industrielles mises à l'épreuve, chaînes logistiques sous tension. Autant de facteurs invisibles qui façonnent les engagements à venir. La guerre ne se joue plus uniquement dans les tranchées ou le ciel, mais aussi dans la capacité à maintenir un effort prolongé sans rupture. Et à mesure que le conflit s'étire, chaque ajustement, aussi discret soit-il, peut devenir déterminant pour l'équilibre des mois à venir. Restez concentrés, restez informés, car les prochains développements sont déjà en cours et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite.